après-midi avec d'autres approches de la médiation et de l'éthique de la médiation, les enjeux éthiques de la médiation. Tout d'abord avec ces deux interventions donc de Léo Coutelec et de Karine Deluy-Labouze sur quelle éthique pour le partage des savoirs et des expériences. Donc deux approches différentes sur l'économie de la promesse par Léo. Et puis ensuite sur le partage du savoir et les enjeux pédagogiques de la construction du débat, et notamment les expériences qu'on mène avec les lycées qu'on a initiées dans le cadre des états généraux de la bioéthique. Je la laisse donc la parole. Merci beaucoup Sébastien, merci à tous d'être là. Donc moi je fais une intervention dans le cadre de mes champs de compétences qui sont la philosophie des sciences et des techniques. Et j'ai intitulé cette présentation « Économie de la promesse, représentation des sciences et alternatives ». Je voudrais défendre en 30 minutes, il faut que je lance le chrono d'ailleurs, je voudrais défendre en 30 minutes, ce qui est court, une thèse, la thèse selon laquelle nous ne pouvons penser le partage des savoirs, l'ouverture de la science à la société, les relations science-société, sans questionner profondément notre représentation des sciences et œuvrer à une critique radicale de son fonctionnement dominant actuel. Pour cela, je commencerai par une qualification du régime de la promesse technoscientifique comme régime dominant qui organise aujourd'hui les stratégies et les pratiques de recherche, mais qui est un régime qui sous-entend aussi les entreprises de communication et de médiation scientifique, ou en tout cas que ces entreprises de communication et de médiation scientifique se retrouvent piégées, victimes consentantes parfois, de ce régime de la promesse technoscientifique. Donc en quelque sorte, la thèse que je vais essayer de défendre ici, c'est une thèse sur finalement les finalités politique et éthique de la médiation scientifique et technique en régime de promesse technoscientifique. Alors, du coup, je vais procéder en deux temps. Le premier temps va consister à qualifier ce qu'est ce régime de la promesse technoscientifique, et dans un second temps, de voir quelle est la représentation des sciences que l'on peut opposer à ce régime-là pour ouvrir véritablement, parce que telle est l'intention de la médiation scientifique et technique, ouvrir la science à la société dans un rapport, dans une relation démocratique. Alors, donc le premier point, qualifier le régime de promesse technoscientifique. Déjà dire que ce n'est pas un régime nouveau. Les promesses scientifiques ont une longue histoire. Des utopies de l'Atlantique de Bacon au biofuturisme des années 20 et 30, biofuturisme d'ailleurs qui a conduit à Aldous Huxley, comme vous le savez, à écrire Le meilleur des mondes en 1932. L'association plus généralement de la science à l'idéologie du progrès, et ceci fortement à partir du 19e siècle, 18e et 19e siècle, peut être considéré comme le début véritablement significatif de ce régime de la promesse technoscientifique. Donc ça, nous y reviendrons. Mais dans un premier temps, je voudrais montrer que ce régime de la promesse technoscientifique est intimement lié à une rhétorique qui est celle du retard, la rhétorique du retard. Le retard a été inventé, c'est une construction sociale qui a été inventée comme une rhétorique de l'insuffisance constatée et du changement attendu. Donc on constate une insuffisance, nous n'avons pas assez investi d'argent dans l'intelligence artificielle, insuffisance constatée, nous sommes en retard, et on propose un changement attendu pour remédier à cette insuffisance. Alors cette rhétorique du retard a également une longue histoire parallèle à celle du régime de production des promesses technoscientifiques. Et Julie Bouchard, une sociologue, dans son enquête historiographique sur le retard, souligne par exemple que cette rhétorique a pris corps et racine très fortement dans la philosophie du progrès. C'est la philosophie des Lumières au XVIIIe siècle, puis au XIXe siècle.
et a joué le rôle d'une abstraction constitutive de la philosophie du progrès, que je qualifierais pour ma part plutôt d'une idéologie du progrès, c'est-à-dire cette idée d'une promesse en un avenir qui doit être meilleur, toujours mieux, toujours plus, et toujours en tout cas dans le même sens, dans une sorte de linéarité du temps, une flèche du temps qui nous emmène vers un mieux, vers un plus, vers une amélioration. Et on retrouve évidemment ça chez certains philosophes des Lumières au XVIIIe siècle, avec la notion de perfectibilité, chez Rousseau, mais chez d'autres aussi, avec constamment dans cette idée qu'il faut se perfectionner, qu'il faut s'améliorer, qu'il faut avancer, constamment cette idée que ça se fait parce que nous ne pouvons pas prendre de retard. Il y a vraiment cette justification, c'est un motif de justification pour ne pas prendre de retard, pour ne pas être retardé et pour ne pas décrocher, il faut qu'on continue à avancer. Et donc il y a ici, et on le lit très bien chez un autre philosophe des Lumières, qui est Turgot, cette métaphore de la marche, toujours. Alors vous voyez, elle a été reprise récemment en France, cette métaphore de la marche, on est en marche, il faut être en marche, qui invente tout un récit qui a ordonné, dès le XVIIIe siècle, cette rhétorique du retard, qui ordonne littéralement les peuples, les civilisations, entre ceux qui sont des devanciers, ceux qui devancent, et ceux qui suivent. Voilà, cette espèce de division de la population, des sociétés, des pays, entre ceux qui vont prendre de l'avance, parce qu'ils ont bien compris qu'il fallait continuer à marcher constamment, quitte à mettre des œillères, quitte à fermer les yeux sur certains problèmes, il faut avancer, puis ceux qui vont simplement suivre et essayer de mouliner pour attraper le retard. Ça, c'est Turgot, vraiment au XVIIIe siècle, dans le tableau philosophique des progrès de l'esprit humain, on voit ça. L'enjeu, c'est qu'il y ait une seule humanité qui marche incessamment vers l'horizon toujours repoussé, d'une perfection toujours plus grande. Voilà, donc il y a cette rhétorique du retard qui est vraiment ancrée dans la philosophie du progrès au XVIIIe et XIXe siècle et qui justifie, qui est l'abstraction nécessaire à l'idéologie du progrès. Alors ça a pris racine aussi dans la science, et notamment dans la science moderne. Par exemple chez Claude Bernard, Naissance de la biologie expérimentale, on peut lire quelque chose de ce type-là. Donc Claude Bernard, pour qui le discours sur le retard rejoint complètement et consubstantiel à son épistémologie de la biologie expérimentale, il dit la chose suivante: « Je ne peux m'adresser qu'aux jeunes qui n'ont pas de parti pris d'avance. Je leur montre la voie nouvelle et je leur dis « Suivez-la, car sans cela vous serez en retard. Cette médecine expérimentale dont je vous parle arrivera malgré vous, malgré moi, malgré tous ceux qui ne veulent pas en entendre parler, parce qu'elle est le résultat nécessaire et fatal de l'évolution même de la science. » Donc on voit ici que le retard n'est pas simplement une justification pour avancer. Le retard s'auto-alimente. C'est de toute façon une sorte de mouvement nécessaire que de courir pour essayer de remédier à ce retard consubstantiel à l'entreprise humaine. Mais on voit bien ici le caractère de régression à l'infini, c'est qu'on se demande à partir de quand, ça y est, on est arrivé là, c'est bon, on n'est plus en retard, on peut se calmer, on peut se poser, on peut discuter. Dans cette philosophie-là, on ne sait pas bien le moment, le climax de tranquillité que l'on pourrait avoir dans cette fatalité de l'évolution du progrès et de la science, puisque vous savez qu'à cette époque-là, le grand déterminant, la grande métaphysique civilisationnelle, c'est l'alliance du progrès et de la science. Alors bon, donc c'est pour dire que la rhétorique du retard n'est pas nouvelle, et dès le XVIIIe, XIXe siècle, elle commence à être très présente. Les occurrences du mot commencent à être très fréquentes. Mais elle va prendre quand même une ampleur beaucoup plus significative, évidemment, au XXe siècle. C'est vraiment au XXe siècle que cette rhétorique du retard va prendre de l'ampleur et devenir un élément central de ce que l'on appelle l'économie de la promesse et du comparatisme géographique, ce que les managers modernes appellent le benchmarking. C'est-à-dire cette idée que cette rhétorique du retard va être au centre des discours
qui vont comparer les pays entre eux, les stratégies de recherche entre eux, les institutions entre eux, pour classer et montrer qu'il y en a qui sont plus avancés que d'autres, il y en a qui sont plus en retard que d'autres. Et donc, on va avoir comme ça l'avènement véritablement d'un champ sémantique omniprésent, encore aujourd'hui, mais vraiment omniprésent à partir, on va dire, on peut le situer à partir des années 40, et notamment après-guerre avec l'avènement des grands plans quinquennaux, qui devaient redresser scientifiquement la France, redresser l'industrie française. On commence à avoir et donc avec l'idée de la planification de l'après-guerre, commence à voir vraiment l'ampleur que prend cette rhétorique du retard. Et donc, ce qui est intéressant à dire ici, c'est que cette rhétorique du retard, cette sémantique de la course en avant pour rattraper d'autres qui vont plus vite, ça a été, si vous voulez, le discours qui a fait émerger, cette fois-ci à partir des années 70, 80, ce que l'on appelle l'économie de la promesse, l'économie de la promesse scientifique. Alors, il y a plein d'exemples que l'on peut donner de ces promesses scientifiques ou techno-scientifiques. Il y a un bon livre que je vous conseille d'un journaliste, qui est un très bon journaliste, Nicolas Chevassus-Aulouis, qui a écrit un livre qui s'appelle « Un iceberg dans mon whisky », quand la technologie dérape, qui relate un certain nombre de... Un iceberg dans mon whisky. Ah, c'est Chevassus-Aulouis, Nicolas. Qui relate un certain nombre de promesses technoscientifiques assez caricaturales dans ce livre-là, et puis qui ont créé des bulles comme ça, comme des bulles spéculatives financières, c'est-à-dire des hypes dans la presse de vulgarisation, dans la presse grand public, qui ont généré des financements et puis qui se sont écroulées comme ça, presque aussi vite qu'elles avaient gonflé. Et donc, il a sur un ton très humoristique, si vous voulez, relater un certain nombre de ces cas-là. Mais ce que je voudrais, moi, c'est peut-être pas tant rester sur ce registre anecdotique, mais parler de cas, de promesses technoscientifiques plus contemporaines et qui sont discutables de par leur nature même. Bon, on a le cas de la thérapie, évidemment, génique, qui est cette promesse qui a émergé à partir des années 80, où l'on promettait en gros que l'ADN serait bientôt un médicament comme un autre. Bon, on attend encore un peu pour ça, que la promesse se réalise. Mais il faut bien comprendre que ces promesses-là, elles viennent du monde scientifique lui-même, elles viennent des journalistes, elles viennent des politiques, et de façon souvent enchevêtrée. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quand une promesse scientifique prend, comme on dit, c'est parce que c'est l'association de ces trois discours. Et puis on verra après dans le cas de le Human Brain Project, donc le projet européen de simulation du cerveau, comment ça s'est passé plus précisément. Mais par exemple, dans son livre, Nicolas Chevassus-Aulouis donne un exemple de ces discours croisés entre politiques, journalistes et scientifiques, et il pose une devinette. Donc, par exemple, il dit « Qui a dit en 1946 que la fission de l'atome peut apporter des bienfaits inestimables, tels que la victoire sur la maladie, le recul de la vieillesse et la prolongation de la vie ? Qui a dit en 1949 qu'une source d'énergie illimitée tirée de l'atome signifie qu'on pourra produire en grande quantité et pour tous des aliments, des vêtements, des logements et autres nécessités, ainsi qu'une myriade de produits de luxe ? Qui a dit en 1954 que les hommes se serviront des merveilles de l'atome pour bâtir une existence plus riche, plus comblée pour eux-mêmes et leurs familles ? Qui a dit en 1955 que l'énergie nucléaire engendrera un monde dans lequel il n'y aura pas de maladie, où la faim sera inconnue et où les aliments ne seront jamais avariés, où le terme même de saleté sera passé de mode, etc. Donc à vous de choisir qui a dit ça parmi scientifiques, politiques et journalistes. Et bien en fait, voilà, l'une c'est un journaliste scientifique, l'autre c'est l'une c'est un journaliste scientifique qui a eu un prix littéraire, William Lawrence. L'autre, c'est un conseiller du président Eisenhower. L'autre, c'est le président de la Société américaine de chimie.
L'autre, c'est journaliste du magazine de vulgarisation, un journaliste de vulgarisation grand public aux États-Unis, etc. Donc en fait, ces phrases-là complètement dénuées de fondements, on va dire, empiriques, de preuves, peuvent être énoncées comme ça par des scientifiques, des politiques ou des journalistes sans qu'on puisse reconnaître véritablement la distinction de ces discours-là. Malheureusement, ça n'a pas beaucoup changé, on va le voir. Alors, ce qu'il faut là ici comprendre aussi, c'est que dans ce brouhaha de discours sur les promesses, c'est qu'il y a une véritable production des attentes. C'est-à-dire que c'est pas simplement, on ne vend pas simplement de la science, on cherche à la faire acheter. Et donc, on cherche à ce que des bailleurs de fonds, des États, des entreprises achètent aussi les promesses scientifiques. Et donc, il faut produire des attentes avec cette idée qu'il faut faire rêver, il faut créer des futurs désirables, qu'il faut ouvrir les imaginaires technoscientifiques pour promouvoir des innovations de rupture, pour faire face aux grands défis des sociétés. Ça, c'est la novlangue que vous avez dans tous les projets. Mais seulement cette création, cette production d'attentes, cette rhétorique du futur désirable, d'ouvrir les imaginaires technoscientifiques, celle de Laurent Alexandre, en un mot, cette rhétorique-là, dans un contexte de compétition économique accrue et d'une société de croissance, en fait, engendre un véritable marché ou économie de la promesse où les chercheurs, les scientifiques entre eux, les laboratoires, les États vont rentrer dans une compétition pour qui va produire la meilleure attente et donc qui va être capable, face à cette attente-là, de proposer la meilleure promesse. Et c'est pour ça que les États, aujourd'hui, on voit qu'ils financent des secteurs qui sont jugés prometteurs, qui sont prioritaires. Ce fut les biotechnologies, la science des matériaux dans les années 80, puis les nanotechnologies, aujourd'hui les neurosciences et les big data. Bref, on a toujours comme ça, mais ça se succède, et puis il n'y en a jamais un finalement qui est vraiment le truc prometteur, parce que l'autre remplace, voilà. Se succèdent des sortes d'attentes. Voilà, aujourd'hui, la priorité, l'OCDE l'a dit, pour vaincre la maladie d'Alzheimer, c'est les big data. Voilà, c'est là-dedans qu'il faut investir. Donc on crée une attente, vaincre la maladie d'Alzheimer, et la promesse, c'est d'y arriver avec les big data. Donc on voit que dans cette économie de la promesse, les visions sur le futur se vendent et se commercialisent. Et donc on voit l'utilité qu'il y a pour les scientifiques d'être alliés à des bons communicants, d'être alliés avec des bureaux spécialisés dans le marketing, etc. Pour c'est qui va pouvoir vendre la meilleure vision du futur, qui va devancer les autres. Donc là, on a deux exemples contemporains très, très illustratifs de ce mécanisme-là, qui ne sont pas caricaturaux, parce que c'est des choses qui sont structurelles. Vous avez évidemment le programme américain sur les nanotechnologies. Lisez le rapport si vous voulez en être convaincu, Converging Technologies de la National Science Foundation, et vous verrez le ton prophétique de ce rapport, complètement hallucinant, qui articule un grand récit du futur, voilà, vraiment un grand récit du futur où on va pouvoir, grâce à la convergence NBIC, vaincre tous les maux qui sont le nôtre. Et l'annonce vraiment prophétique également d'une bulle spéculative autour de ces recherches-là, ça va générer beaucoup d'argent. Vraiment, pariez, messieurs les investisseurs, les États, les laboratoires, pariez là-dessus parce que vous allez voir, ça va vraiment rapporter beaucoup. Alors l'exemple le plus proche de nous, plus récent, c'est le Human Brain Project. Vous avez tous entendu parler de ce projet-là. Donc le HPB qui a raflé la mise en 2013 d'un appel à projet européen prioritaire, c'est toujours pareil, de la modique somme d'1 milliard, 1 milliard pour ce projet de recherche sur 10 ans. Donc un projet de recherche qui vise assez humblement la simulation du fonctionnement du cerveau grâce à un supercalculateur, le développement de nouvelles technologies informatiques et de modélisation inspirées par le fonctionnement neuronal et à même de permettre la mise en convergence de données et de connaissances neuroscientifiques
pour développer des stratégies de traitement de maladies du cerveau. Donc la promesse ici, c'est quoi? La promesse, c'est la possibilité de comprendre, enfin, et de guérir, la maladie de Parkinson et d'Alzheimer, avec cette modélisation du cerveau humain. Alors on sait que ce projet a subi de très fortes critiques. Très fortes critiques à partir d'ailleurs à partir du moment où il a été annoncé, du moment où il a remporté la mise, la communauté scientifique, neuroscientifique, une partie, pas la totalité, s'est élevée contre les présupposés scientifiques et les promesses qui avaient été faites de ce projet, jusqu'à le déstabiliser et le remettre en cause, même à partir de 2015, dans son mode de gouvernance, mais pas seulement, dans ses présupposés aussi. Donc, on a une petite lueur d'espoir quand même sur la capacité, mais ce projet n'a pas été remis, il existe encore, il a un petit peu été modifié, il est encore évidemment d'actualité, mais on a un petit espoir quand même qu'il y ait eu une critique qui a été exprimée. Mais ce qui nous intéresse, c'est pourquoi il a gagné. Pourquoi en 2013 il a gagné ce projet. C'est ça le mécanisme qui nous intéresse pour comprendre la puissance de la promesse technoscientifique, de ce régime de la promesse. Pourquoi le HPB a remporté le milliard? Ça, c'est intéressant de savoir. Alors, ça a été analysé, hein. C'est pas moi qui ai fait ces analyses-là, hein. C'est notamment quelqu'un qui s'appelle Francesco Panesse, qui est professeur à l'Université de Lausanne, qui a décortiqué tous les textes, les 10 ans avant 2003, donc les 10 années qui ont permis aux différents chercheurs, institutions de préparer l'avènement de ce projet au niveau européen. Il a décortiqué tous les textes et puis il en a tiré un certain nombre de conclusions. Parmi ces conclusions, il y en a une que j'ai extraite pour synthétiser le propos. C'est que la victoire des tenants du HPB en 2013 tient à la production de promesses plus efficaces que les autres. Alors, c'est quoi une promesse plus efficace que les autres? Parce que tout le monde a promis, hein, tous ceux qui étaient en lice ont promis, parce que c'est le régime dans lequel on est obligé de promettre. Mais eux, ils ont été plus efficaces dans leurs promesses. C'est-à-dire qu'ils ont été plus efficaces dans le sens où ils ont... Alors, parce que peut-être qu'ils étaient bien accompagnés par des bons communicants et meilleurs que les autres, mais c'est-à-dire que leurs promesses étaient capables de répondre et d'anticiper de manière efficace les enjeux politiques, économiques, sociaux et sanitaires qui étaient inscrits à l'agenda des défis de la Commission européenne, ou plus précisément que la Commission européenne avait décidé de prioriser. Mais ce que montre Francesco Panesse dans son analyse, c'est que ce n'est pas simplement la production d'une promesse efficace qui répond aux attentes d'un corps politique qui a choisi de prioriser, ici c'était vaincre les maladies neuroévolutives par la puissance des neurosciences, etc., la priorité de l'Europe. Ce qui est plus pervers, entre guillemets, subtil, si on est plus positif, c'est qu'il y a eu coproduction de l'attente sociopolitique et de la promesse technoscientifique par les mêmes acteurs. C'est-à-dire que c'est ça la caractéristique fondamentale du régime de la promesse scientifique, c'est que l'on ne produit pas simplement la promesse, on produit aussi l'attente. Et il y a tout un travail de lobbying qui est fait auprès des institutions européennes à cette époque-là pour que la simulation cérébrale du cerveau par informatique soit une priorité à l'agenda politique. C'est donc pas simplement promettre de façon efficace, on est efficace dans la promesse parce que les attentes, c'est nous qui les avons coproduites aussi. Et donc, il y a ici une sorte de perversion précisément de ce régime, dans le sens où finalement, la promesse auto-alimente de toute façon des projets de recherche qui sont décidés par ailleurs et en avance, indépendamment de l'agenda politique, ou en tout cas en influençant fortement l'agenda politique. Est-ce que ces promoteurs-là du HPB ont permis de faire rentrer dans la tête, on va dire les choses clairement, des fonctionnaires de la Commission européenne, ceux qui ensuite rédigent les appels à projets, mais pas simplement des fonctionnaires de la Commission européenne, enfin les commissaires, mais aussi certains parlementaires. Ils ont réussi à faire rentrer une attente qui relève d'un imaginaire, qui est celui de la possibilité
de maîtriser le fonctionnement du cerveau. Et ça, il faut le faire. On a eu récemment l'occasion d'un échange avec un des promoteurs du HPB de Lausanne, de l'École Polytechnique de Lausanne, à qui on avait invité à l'occasion d'un workshop de l'espace éthique, Richard Francoviac. C'est quelqu'un de très efficace pour vous convaincre qu'il est possible de maîtriser le fonctionnement du cerveau dans toutes ses dimensions. Je peux vous dire qu'il est très efficace et la contradiction est difficile à avoir avec un monsieur comme ça. Et donc, c'est ce genre de personnage, à la fois scientifique, manager, communicant, qui arrive à convaincre des institutions que cette attente-là est possible. Oui, monsieur le commissaire européen, on peut le faire. Donnez-moi l'argent et on le fera. Voilà. On co-construit l'attente et la promesse en même temps. Alors, bon, je ne rentre pas dans le détail parce qu'évidemment, il ne me reste plus que 5 minutes, mais ce que ici je peux dire, c'est que le régime de la promesse technoscientifique est un ennemi du futur. Est un ennemi du futur au sens où le décrit Daniel Innerarity dans son livre « Le futur et ses ennemis ». C'est-à-dire, c'est un ennemi d'une politique de l'espoir responsable. Avec le régime de la promesse technoscientifique, il n'est pas possible d'ouvrir une politique de l'espoir responsable de par le fait même qu'il y ait co-construction de l'attente et de la promesse. Une des règles de possibilité d'une politique de l'espoir responsable pour Daniel Innerarity, c'est que les attentes viennent du plus grand nombre, que les attentes soient partagées, discutées démocratiquement dans l'agora, dans les agoras disponibles. Mais quand les mêmes acteurs décident des attentes et s'occupent de répondre à ces attentes par les promesses, alors nous sommes face à des ennemis du futur, c'est-à-dire des gens qui ferment le futur, alors que toute la rhétorique, c'est celui du futur désirable, du futur viable, du futur... écoutez Laurent Alexandre. Donc, bon, je ne mets pas tous les scientifiques du HPB derrière cette figure grotesque qu'est Laurent Alexandre, mais il y a quand même ce registre-là. Alors, pourquoi c'est un régime aussi? Parce que ce mot, je l'ai utilisé, mais je ne l'ai pas encore défini. C'est un régime parce que c'est un régime, bon, d'une part parce qu'il s'auto-alimente, parce que voilà, il a une efficacité concrète, performative. On voit qu'aujourd'hui, les grands projets qui émergent naissent de ce régime-là, mais aussi parce qu'il y a des règles qui se sont stabilisées et qui se sont intégrées aux institutions et qui façonnent aujourd'hui ce qui se passe devant nous. C'est un régime dans ce sens-là aussi, un ensemble de règles que les acteurs eux-mêmes ont intégrées et qu'ils utilisent, nos institutions ou nos chercheurs utilisent pour façonner finalement leur pratique. Effectivement, aujourd'hui, il y a ce jeu de co-construction, de coproduction de l'attente et de la promesse technoscientifique dans une compétition à la spéculation sur la promesse et l'attente la plus hype, la plus spectaculaire sur ce marché-là. Donc vous voyez que dans un régime comme celui-ci, qu'est-ce que la médiation scientifique et technique? Sinon, une entreprise d'accompagnement, de pacification, justement, de ce qui pourrait être une conflictualité entre une société qui n'est pas d'accord avec ce régime-là et une science dominante qui veut maintenir cette domination sur l'ensemble. Alors, voilà, je dis bien une science dominante qui veut maintenir sa domination sur l'ensemble de la communauté scientifique, parce que pour moi, la communauté scientifique n'est pas unie, n'est pas homogène, au contraire, elle est fragmentée, elle est hétérogène, et tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Voilà. Mais il y a maintien de la domination de ce régime par tout un tas d'outils, et malheureusement, la vulgarisation, la médiation, une certaine médiation scientifique et technique entretient cette domination-là. Alors, que peut-on opposer comme antidote et je finirai là-dessus. Quel antidote peut-on opposer à ce régime de la promesse technoscientifique pour recréer un lien de confiance, pour essayer de définir des relations science-société qui soient plus démocratiques? Bon, j'en ai 4 antidotes à vous proposer, mais je ne sais pas si je vais arriver à les détailler tous les 4.
Le premier antidote relève d'une éthique de la limite. Une éthique de la limite qui vise à déconstruire l'assertion selon laquelle, pour faire avancer la connaissance, il n'y a qu'à essayer. Ça fait partie du champ sémantique aussi de ce régime-là. Écoutez, vous voulez pas qu'on fasse ça, vous voulez nous restreindre, etc. Mais comment peut-on savoir? Il faut essayer, puis on verra après. Cette assertion-là est devenue déraisonnable dans le contexte actuel. Tout ce qui peut être essayé ne peut et ne doit pas être tenté. Non. C'est une faute de raisonnement que de considérer ceci possible. Ça reviendrait à croire que le futur peut passer par tous les possibles, ce qui est absurde. Le futur ne passera pas par tous les possibles. Le futur passera par les possibles dont on a décidé de créer les conditions pour qu'il emprunte. Et donc, évidemment, tout n'est pas possible. Donc, choisir d'investir des milliards aujourd'hui dans le séquençage très haut débit, c'est emprunter un possible parmi d'autres. Mais ce n'est pas le seul. Mais par contre, si on l'emprunte, on ne pourra pas faire tous les autres possibles. Tout n'est pas possible. Ah, ouais, c'est bon. Je sais que tout n'est pas possible, même gagner du temps sur mon intervention. Mais je vais quand même prendre 5 minutes, si tu veux bien, parce que sinon, je vais passer pour quelqu'un qui simplement critique et ne propose pas, alors que j'ai des antidotes à ma critique. Et je voudrais quand même les nommer. Donc, premier antidote, une sorte d'éthique de la limite, c'est-à-dire qui arrive à prendre conscience que tout n'est pas possible et qu'à un moment donné, il y a des choix à faire. Il y a des choix à faire. Voilà, Nicolas Boulot, qui a une phrase assez magnifique dans son dernier livre, un philosophe des sciences, son dernier livre qui s'appelle « Penser l'éventuel », qui dit « L'horizon s'est embrumé, le bateau arrive dans une zone de récif, la joie de naviguer est importante, mais ne suffit pas. Il y a lieu de choisir la direction de ses efforts. » Et donc, nous sommes bien à un moment où nous devons collectivement choisir la direction de nos efforts, démocratiquement. Ce n'est pas le cas, ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Il y a beaucoup d'efforts qui sont concentrés dans des promesses qui sont issues d'une production d'attente par les mêmes acteurs, et ça pose un problème. Voilà, ça pose un problème. Et donc, il faudrait savoir limiter, et ici même borner, ce genre de prétention pour essayer d'ouvrir de nouveaux possibles. Ça revient à un deuxième antidote qui consiste dans une formule que je ne pourrais pas détailler, mais qui consiste à dire qu'il faut abandonner l'idée d'une solution miracle pour cultiver la multiplication de l'imparfait. Parce que dans la rhétorique de la promesse scientifique, il y a cette idée de la solution miracle. Le Human Brain Project, c'est la solution miracle. Vous imaginez, vous arrivez à modéliser le cerveau, le système neuronal, pour pour réussir à comprendre et guérir toutes les maladies neuroévolutives. Donc, vous avez le pari qui est fait d'investir dans une technique qui sera la solution miracle à nos problèmes. Ça a été la chimie dans l'agriculture au début du XXe siècle, remplacée ensuite par la génétique avec les OGM. Voilà, on a toujours cette idée que la promesse, c'est une solution miracle qui va, la thérapie génique dans les années 80, etc., qui va pouvoir enfin nous sortir du calvaire de nos maux. Et donc ici, pour sortir de cette idéologie de la solution miracle, il s'agit de cultiver humblement ce que moi j'appelle le pluralisme scientifique, c'est-à-dire montrer que la science ne se réduit pas au HPB, ne se réduit pas aux hypes médiatiques que l'on peut voir dans Science et Vie ou dans ce genre de magazine. La science est beaucoup plus hétérogène que ça, beaucoup plus plurielle que ça, et que autour d'un même objet, de la compréhension d'un même objet, à toutes les époques, il y a plusieurs voies que l'on peut emprunter, et que ces voies-là doivent être développées. Doivent être développées à égalité de moyens, je ne sais pas, être développées à la même vitesse, je ne sais pas, mais en tout cas, on doit respecter une forme de pluralisme scientifique, un pluralisme des voies interprétatives face au même objet, pour éviter, en gros, l'expression vulgaire, mettre ses œufs dans le même panier, mais qui, en fait, est une stratégie économique de certains acteurs,
qui crée de l'irréversibilité, évidemment. Quand vous avez investi des milliards dans les data centers, dans le séquençage très haut débit, c'est très difficile, après, de se dire « Ah ben non, ben on s'est trompé, bon, on va transformer les data centers en hammam et on va finalement parier sur une autre voie, quoi. » C'est un peu compliqué. Donc il y a une sorte d'auto, comme ça, entraînement de la promesse, de l'attente et des infrastructures qui sont créées pour répondre à cette attente. Donc voilà, l'humilité technoscientifique appellerait à cultiver le pluralisme et la multiplication de l'imparfait plutôt que de parier sur la solution miracle. Bon, après il y a 2 autres antidotes que je ne vous parlerai pas ici, mais qui peuvent être aussi efficaces, on en parlera peut-être un autre moment. En tout cas, ces antidotes-là, ça peuvent constituer la base d'une philosophie politique. Une philosophie politique de la réappropriation de la connaissance par le plus grand nombre, qui puisse donner à la science un autre horizon que celui de la conquête, un autre horizon que celui de la conquête, puisque derrière le régime de la promesse technoscientifique, vous avez une représentation de la science de combat, la science défi, la science de conquête, cette science militaire, peut-être revenir à une représentation de la science plus humble, plus horizontale, et qui substitue au paradigme de la conquête le paradigme du soin, celui de l'attention, celui du diagnostic lucide à partir de préoccupations qui sont assumées et partagées par le plus grand nombre. Et donc, nécessité de défaire cette asymétrie entre la science et la société, d'ouvrir la science très largement à son pluralisme et aux acteurs de la société pour co-construire ensemble les attentes et les solutions que l'on peut mettre en face à ces attentes. Voilà, merci de votre attention.